Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 mars et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai récupéré, ça y est, mon Sprinter de chez Mercedes. Donc on est allé le récupérer vendredi matin. Comme il faisait super beau, qu'il pleuvait, on s'est dit: «Allez, c'est le moment pour aller le rechercher». Donc il me manque un bras, hein, comme je vous avais dit. Non, sinon, bon, bah, voilà, il a été réparé. Effectivement, c'est une grosse pièce, donc la boîte de transfert, ben, ça coûte son prix, quoi, on va dire, hein. Mais bon, là, on n'avait pas trop le choix et puis je voulais vraiment pas démarrer la saison avec, le passage en 4 roues, qui était trop galère. Donc du coup, il est revenu, il est tout beau, tout neuf. Je suis allée l'essayer samedi parce qu'on a transvasé aussi des essaims, hivernais samedi et le passage en 4 roues, c'est pas pour dire. Mais je l'ai eu neuf ce camion-là et il a jamais passé aussi bien qu'aujourd'hui en 4 roues motrices. J'ai toujours eu des problèmes de passage en 4 roues avec, des bruits bizarres, dans la cabine. Je pense que j'étais pas la seule. Je pense que ceux qui ont des Sprinter 4x4 de cette année-là, donc courant 2013, avaient les mêmes soucis que moi pour le passage en 4 roues motrices. Donc là, on l'a essayé et franchement, on n'entend plus rien. S'il n'y avait pas le voyant sur le tableau de bord pour nous dire qu'on est en 4 roues motrices, on ne saurait même pas qu'il est passé en 4 roues. Alors qu'avant, ça faisait un bruit d'enfer et c'était vraiment galère. Donc j'espère que ça va tenir comme ça pour la saison parce que, ben, mine de rien, c'est quand même, c'est quand même essentiel, surtout chez nous. On a des sols qui sont assez gras. Là, aujourd'hui, lundi, on nous annonçait du beau temps. Au final, ce matin, il y a encore tombé 2 millimètres. Ça va faire en sorte que les chemins vont être encore pas mal, boueux et glissants. Donc si on n'a pas, le 4x4 pour passer dans les chemins, c'est sûr que le Sprinter, lui, il reste sur place et on est tranquille, on fait rien dans le rucher. Voilà. Donc ce matin, j'ai fait pas mal de rangements dans la miellerie parce que ça commençait à devenir un petit peu Bagdad là derrière moi. Il y a encore 2-3 bricoles à ranger là, des voiles à ranger, sur leur support. On est en train de cirer des 4 de corps là pour les ruches qu'on a fait tremper la semaine dernière, que Pauline a fait tremper. On est en train de les repréparer pour qu'à la saison prochaine, on puisse faire un essaim artificiel dedans et mettre une reine fécondée à l'intérieur. Donc là, Pauline, elle a ciré une paire de 4 de corps ce matin pour finir de préparer les dernières ruches qui étaient en attente de préparation. Donc ces ruches-là, pour mettre des reines fécondées à l'intérieur, il nous faut un 4 de provision qu'on a gardé, que j'ai pas fondu, et c'est des 4 qui sont pas moches, qu'on va dire. Les cires sont encore assez jaunes. Je mets un 4 bâti et le restant, je mets 8 cires gaufrées. Mais tout ça, on le reverra en saison, comment j'ai préparé les ruches pour préparer les essaims artificiels avec des reines fécondées. Quoi dire d'autre? C'est tout. Donc les ruches qui ont été trempées dans l'huile de lin. Alors vous avez été plusieurs à me dire: oui, tu fais tremper tes ruches dans l'huile de lin, même l'intérieur de la ruche. Oui, il n'y a pas de souci. On n'utilise que de l'huile de lin pour le bac de trempage que vous avez vu. J'ai une personne qui m'a demandé si j'utilisais de l'essence de térébenthine pour accélérer le séchage de l'huile de lin. J'utilise pas du tout d'essence de térébenthine. Moi, je mets que de l'huile de lin. Bon, certes, c'est peut-être un petit peu gras au moment de l'enruchage, mais après les abeilles, ça les dérange pas trop. Et il n'y a aucun inconvénient pour l'essaim qui est à l'intérieur. L'huile de lin, ça reste une huile naturelle. Donc l'essaim, lui, il est dedans, il voit pas la différence, hein. S'il y a de l'huile de lin ou pas, ça les dérange pas trop. Voilà. Ce qu'on a fait aussi, donc une fois qu'on a fini le rangement,
On avait sorti le camion, Vincent a rentré le 4x4, je vous ai fait une petite prise de vue. Alors, on a été embêté avec le Sprinter et maintenant, c'est le Defender 130 qui a un problème au niveau de... Je crois qu'il y a un roulement en dessous, j'ai pas bien compris. Au niveau mécanique, c'est pas moi qui m'en occupe, mais Vincent a démonté le roulement en dessous du Defender et apparemment, on a un problème au niveau de la transmission. Notre garagiste habituel, là, pour le moment, on ne peut pas le prendre en charge parce qu'il a trop de boulot. Et il nous le prendra peut-être certainement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais pour le moment, on va y aller mollo avec le Defender. Il nous a bien dépanné pendant que le camion était au garage, à la réparation. Et on se sert beaucoup du Defender l'hiver parce que le Sprinter, mine de rien, il a une transmission 4x4. Mais je pense qu'au bout d'un moment... quand il y a 125 mm de pluie qui est tombée, vaut mieux prendre le Defender que le Sprinter si on veut pas rester complètement entoyé dans le rucher. Voilà. Donc, voilà pour la petite présentation de ce matin. Donc là, je vais vous montrer de plus près. On a préparé le camion pour cet après-midi. Donc normalement, cet après-midi, je vais aller transvaser une partie des essaims hivernés avec Théo et Pauline. Donc on a mis les ruches sur le camion là et par-dessus on a remis des palettes qu'on a sanglées pour éviter que les toits s'envolent et pour qu'on puisse rouler un petit peu plus vite quand même sur la route et éviter que tous les toits s'envolent. Bon, normalement avec la Riedel il n'y a pas de souci, mais Théo c'est un acharné de l'arrimage du matériel. Donc avec lui, il faut que tout soit sanglé, sinon ça va pas. Et puis en fait, après, on va recharger les ruchettes 6x4 dessus. Et comme elles sont un peu plus hautes, c'est vrai qu'il faut quand même une palette par-dessus pour éviter que les toits polystyrène s'envolent et que ça soit le bazar sur la route. Voilà. Et sinon, je vous dis à cet après-midi pour le transvasement des essaims. Si la météo s'y prête, que je juge qu'il fait assez chaud dans le rucher pour vous montrer un transvasement. On le reverra en détail, le transvasement d'un essaim hiverné dans une ruche d'Adam. Parce que la semaine dernière, c'est vrai que j'ai été un petit peu speed pour vous montrer. J'ai 2-3 personnes qui m'ont dit « Ouais, mais bon, tu nous as pas expliqué dans le détail. » Donc, je reviendrai dans le détail, comme ça tout le monde sera content. Et puis, on verra ça donc si le temps s'y prête cet après-midi. Et bien, à tout de suite. On se retrouve donc lundi après-midi pour le transvasement des ruchettes sur un nouvel emplacement de rucher. Donc on les avait amenés avec Théo il y a, je vais dire, entre 10 et 15 jours. On les a déplacés quand il faisait encore frais, on va dire, qu'on n'avait pas encore des températures comme aujourd'hui. Donc on va venir... Je vais vous montrer un transvasement là avec Pauline. Là ici il y a une trentaine de ruches à peu près, une trentaine de ruchettes qu'on doit remettre en ruche. Sur les portoirs, elles sont 5 sur portoir et on a alterné les entrées pour qu'elles puissent un petit peu se repérer. Et puis la petite option de cette année, c'est qu'on s'est un peu lâché sur les couleurs de porte. Donc on a peint les portes d'entrée. Donc il y en a certaines qui sont en jaune et d'autres qui sont en rose. Voilà, on a fait un peu de couleur pour nos abeilles pour qu'elles se repèrent. Donc on va passer au transvasement. Là il nous en reste une paire à transvaser. Et on va voir ça tout de suite avec Pauline. C'est parti. Alors là Pauline elle utilise l'application Apitracer avec son téléphone. Donc là elle va flasher en fait le code barre comme ici qui se trouve sur la ruchette, pour retransférer ensuite
le code-barre de la ruchette au code-barre de la ruche. Et là, nous, on a enregistré en fait la date de création de l'essaim, le jour où on a mis la reine en fait dans l'essaim artificiel qu'on a fait cet été. Et on transfère aussi l'âge de la reine et son pédigree. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté. On va essayer de braver les branches. Voilà. Et là, en fait, c'est des essaims qu'on a fait, je ne sais plus trop quand, au mois de juin, oui, je crois, juin 2023. Et j'avais mis des cellules de 3 jours pour créer l'essaim. Là, on est en train de faire tomber en fait les abeilles qui se trouvaient dans le rack du nourrisseur là. Et puis on va transférer l'essaim qui se trouve ici dans la ruche qui se trouve là. Et là, on peut voir qu'elles sont en train de ramener du nectar parce que juste au-dessus, il y a quelques gouttes de nectar qui sont rentrées. C'est tout brillant. Voilà. Donc là, c'est un beau cadre de réserve. Alors là, la colonie, elle est un peu plus forte que celle que vous avez vue dans la dernière vidéo. Donc c'était jeudi dernier. Donc quand c'est comme ça, en dernier, on va mettre une cire gaufrée entre la bouffe et le couvain. J'avais une personne qui m'avait posé une question de savoir pourquoi j'avais pas mis de cire gaufrée à bâtir en fait. Et c'est parce que jeudi en fait je trouvais que l'essaim qu'on avait transvasé, il était plus petit que celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc celle-là on va la forcer un peu à bâtir et on va lui donner de la place en mettant une cire gaufrée. Donc pour l'instant on transfère les cadres d'ici dans le même sens et comme vous pouvez le voir, l'entrée de la ruche elle se trouve pas de ce côté-là mais de l'autre côté. Et on a bien respecté le sens de l'entrée de la ruchette. Donc on a remis la ruche exactement dans le même sens que la ruchette. Ça c'est important, sinon elles vont perdre leur repère et elles auront du mal à comprendre que l'entrée se trouve de l'autre côté. Puis là, elles ont vraiment besoin de place parce que on voit quand même que là, elles sont en train de manger en fait les réserves pour que la reine elle puisse pondre correctement. Mais là, elles sont un peu à l'étroit au niveau place, quoi. Et là, en fait, on a encore un cadre de réserve et je crois bien que c'est pas pondu en plus, non. Et là, on voit bien également que elles sont en train de rentrer du nectar là, donc elles sont principalement sur les saules en ce moment. Il y a un peu la première épine qui commence à fleurir, mais on a énormément de saules dans le coin pour. Donc là, comme le cadre n'est pas pondu, on se permet de rajouter une cire gaufrée là entre le couvain qui était ici. On met une cire gaufrée et ensuite on va mettre la bouffe. Alors on met un petit coup de fumée pour que tout le monde redescende. Qu'on n'en écrase pas en manipulant le cadre. Voilà, au passage, on regarde si on voit la reine, mais pour le moment, on ne l'a pas trouvée. Mais il y a encore pas mal de monde dans la ruchette, là, donc si ça se trouve, elle est dedans. Donc voilà. Donc pour le transfert de l'essaim, donc moi j'avais mis
2 cires gaufrées de chaque côté de la ruche là, pour pouvoir mettre ensuite les 6 cadres de la ruchette 6 cadres qu'on vient de transvaser. Donc là j'ai mes 2 cires gaufrées. Ensuite on a mis les provisions, le couvain, et entre le couvain et les provisions là sur le côté gauche, on a rajouté une cire gaufrée pour la forcer un petit peu à se donner de la place, et puis pour qu'elle bâtisse et qu'elle ait assez de place pour pondre en fait la reine, parce que là elle est bloquée en fait avec deux gros cadres de réserve plus un troisième qui est là. Bref, cette année elle manque pas de bouffe. Elles ont hiverné comme ça et elles ont presque pas consommé quoi. Voilà, et là on fait redescendre toutes les abeilles qui se trouvaient dans la ruchette. Mais on n'a pas vu la reine. Donc sinon bon, c'est pas trop grave, de toute façon elle doit être dedans. Là ce qu'on va faire, on va mettre un coup de fumée pour qu'elle redescende tranquillement dans la ruche, et puis on va nettoyer la tête des cadres après et refermer la ruche. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le transvasement des ruchettes. Puis là, donc je suis de l'autre côté de la ruche, et donc la ruchette elle était avec son entrée de ce côté-ci, et on a remis la ruche exactement dans le même sens. Et pour le moment elles vont se repérer, ça va être un petit peu le chantier devant les entrées, mais d'ici quelques minutes, quelques heures, elles auront compris et elles vont reconnaître leur ruche et se repérer facilement. Voilà pour le transvasement de cet après-midi. On va décaler un petit peu les ruches là pour leur faire un petit peu d'espace comme celles qui sont là-haut. Là, Théo il est en train de passer pour voir si on n'aurait pas omis d'ouvrir une ruche. Des fois ça arrive quand on les prépare. Généralement quand c'est pour les essaims hivernés, quand elles sont préparées, on laisse les ruches ouvertes, parce qu'il n'y a que 4 cires gaufrées à l'intérieur, donc il n'y a aucun danger pour si jamais il y a une souris qui rentre dans la ruche en étant stockée sous le hangar. Et là, donc on fait le tour pour être sûr, et puis on va partir. Je vais redécaler un petit peu mes ruches là, sur ce portoir là. Hop. Qu'elles aient à peu près le même espacement les unes des autres, puis là c'est bon. C'est bon, donc là tout le monde est transvasé, tout le monde plus ou moins a sa cire gaufrée si la colonie elle est assez forte. Et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça se développe un petit peu. Là on a une épine noire là derrière moi qui est fleurie, et puis je pense que ça sera réellement bien parti quand le pissenlit et puis l'aubépine vont commencer à fleurir. Mais là il va falloir encore attendre un petit peu pour le début de cette floraison. On a quelques colzas qui commencent à fleurir, mais bon, ça, je pense que cette année c'est un peu tôt pour qu'ils fleurissent, mais bon, c'est tout, on fait avec. Il y a un petit peu tout qui est en avance, mais bon, c'est l'année qui est comme ça, on va pas se plaindre. Pour l'instant il fait beau, donc on en profite pour s'occuper de nos abeilles pendant ce temps-là. Et voilà, je vous dis un petit peu plus tard dans la semaine, on se retrouvera pour voir d'autres choses qui pourraient se passer sur l'exploitation. Voilà, à bientôt.
vais aller ramasser les petits bouts de plastique là qui traînent un peu partout. Je pense que c'est bon. Et ça. Hop. Le cutter. Voilà, j'ai encore failli me vautrer. Comme d'hab. Bonjour à tous. Donc on est aujourd'hui le mardi 19 mars. Comme vous avez pu le voir là dans les quelques prises de vue que je vous ai fait, je surveille les provisions des mini plus parce que pour elle c'est la dernière ligne droite, on va dire. Normalement, si tout va bien, on va dire dans 10-15 jours, normalement en fonction de la météo, je devrais commencer à faire des essaims artificiels avec ces rennes là qui ont été hivernées sur l'hiver 2023-2024. Quoi dire, j'en ai renourri quelques-unes, ça commence à s'alléger. Il y en a, elles n'ont pas du tout été nourries de l'hiver. Pour le moment ça se passe pas trop mal. Le pourcentage de perte sur les minis, ça reste correct. On doit être à, je pense, entre 1 et 2% de perte, donc ça va, c'est correct quoi. Et donc j'ai décidé de commencer ça aujourd'hui. C'est mon deuxième rucher là aujourd'hui. Il m'en reste encore 2 gros à faire. Les plus grosses stations de fécondation. Et donc je le fais parce que là actuellement il fait 19 degrés, il fait pétant chaud. On a quasi trop chaud là d'un coup parce qu'on n'a plus l'habitude de ces températures là. Mais ce week-end ils nous annoncent des températures à 8 degrés l'après-midi. Donc passer de 19 à 8 degrés, les mini plus, je pense qu'elles vont pas mal consommer, donc je préfère être prudente et pas les perdre à 8-15 jours d'avant de prélever les rennes à l'intérieur, ça serait un peu ballot. Donc elles ont été recomplétées, je vous ai fait quelques prises de vue, je ne vais pas vous réexpliquer. Si vous voulez voir un petit peu comment je les nourris, il faut revenir dans quelques vidéos en arrière. Je pense que ça doit être pas la dernière, l'avant-dernière, je pense, où je vérifie les provisions des minis. De toute façon, ça doit faire une quinzaine de jours que j'ai surveillé les provisions là. Donc, généralement, c'est tous les 15 jours à partir du mois de février que je vérifie régulièrement si elles ont besoin de nourriture ou pas. Voilà. Là, je nourris léger. D'habitude, je coupe un pain de 2,5 kg en 4. Et là, je le coupe plutôt en 8. Donc, vous voyez un petit peu les rations que je leur donne. Il y en a qui ont quand même plus du tout de provisions. Là, j'en ai une ce matin. Les 5 cadrons étaient pondus avec du couvain fermé. Donc, ça va faire beaucoup de jeunes abeilles qui vont arriver là. Et le 6e cadron, lui, qui devait contenir du miel, il n'y avait plus du tout de provisions dessus. Donc celle-ci, je pense qu'elle n'aurait même pas passé le week-end prochain si vraiment les températures chutent comme ça d'un coup. Et en plus de ça, la semaine prochaine, on nous annonce pas du temps terrible. J'ai regardé les prévisions et on nous annonce de la pluie. Donc on verra bien à quelle sauce on sera mangé. Mais pour l'instant, il faut surveiller jusqu'à temps qu'elle se débrouille toute seule, que les pissenlits, les fruitiers fleurissent et que tout ça, ça se remplisse de nectar. Elles ont commencé déjà un petit peu, hein, comme les ruchettes hier, je vous ai montré. C'est pareil, hier, il faisait bon aussi là où on était parce qu'on est entre 2 haies et on était vraiment à l'abri du vent, en plein soleil, et vraiment pour transvaser les ruchettes hier, c'était impeccable. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ça. Moi, je vais continuer à faire le tour. Je profite de 2-3 minutes devant moi pour répondre un petit peu à vos questions. Donc, j'avais une question. C'était pas de cadre à mâle sur les ruches de production.
Si vous allez voir là, courant de la semaine, que je pose des cadres à mâles sur certaines ruches de production. Donc là, je vais poser des cadres à mâles sur des colonies qui ont un certain pourcentage de VSH et je voudrais un petit peu saturer le secteur avec ces mâles-là. C'est pour ça que j'avais déplacé les ruches là. Il y a quelques vidéos en arrière où je vous expliquais pourquoi je déplaçais toutes ces ruches et pourquoi je les ramenais dans le coin. C'est justement pour le caractère VSH, pour maximiser les chances pour que justement j'ai des colonies qui s'accouplent avec des mâles potentiellement VSH. On va laisser passer l'avion. Voilà, l'avion est passé, donc on va pouvoir continuer. Donc oui, alors toutes les ruches de production n'ont pas des cadres à mâles. Il y a certaines colonies où je veux pas forcément que ces lignées-là fassent partie des mâles potentiellement reproducteurs dans le coin. Donc je leur pose pas de cadre à mâles, mais celles où vraiment je veux cibler certains caractères, je leur mets des cadres à mâles pour justement pour le côté VSH là dont je vous parlais à l'instant. J'ai une petite question aussi pour les supports de Mini Plus que vous voyez là derrière moi. J'ai un monsieur qui me demandait les plans. Je ne peux pas vous fournir les plans parce que c'est pas moi qui les ai fabriqués. Si vous êtes intéressé par les supports de Mini Plus là, il faut contacter les ruchers du Bassini. Je vous mettrai le lien vers le site des ruchers du Bassini dans la description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez une petite flèche comme ça qui vous indique vers le bas. Vous avez juste à cliquer dessus et normalement vous avez le menu qui se déroule. Et généralement j'essaye, quand j'y pense, de vous mettre les liens qui correspondent, comme la semaine dernière, pour le bac de trempage d'huile de lin ou de la chaudière pour fondre les cadres. Donc là pour les supports, c'est pareil, vous pourrez vous rendre sur ce site là qui sera dans la description en dessous de la vidéo. Ensuite j'avais Michel avec qui on correspond déjà depuis pas mal de temps. Je crois que Michel lui il correspondait déjà avec moi du temps où j'avais le blog que j'avais avant de passer vraiment aux vidéos. Donc il me posait la question au sujet des tiroirs de fond. Donc moi dans une précédente vidéo j'expliquais que je gardais les tiroirs de fond et lui me dit qu'en fait à la pose de la première ou de la deuxième housse je crois, il doit les retirer et il comprenait pas pourquoi j'expliquais que j'avais des cires qui fondaient sur les côtés. Alors ce que j'ai omis de vous dire c'est que j'ai eu des cires de rive dans des ruches en plastique qui ont fondu. C'est parce que c'était des essaims artificiels que j'avais fait à l'intérieur. Donc ils devaient être, on va dire, sur 3-4 cadres. Et en fait, quand il fait trop chaud l'été chez nous, on a des étés à 30-35 degrés en ce moment. Enfin, c'est assez régulièrement qu'on a des températures comme ça maintenant. Et en fait, la ruche plastique, quand elle est orientée comme ça et que le soleil tape bien sur la paroi, l'essaim n'est pas assez fort pour réguler la température à l'intérieur de la ruche en plastique, ce qui explique que les cadres fondent en rive. Donc j'ai eu ce problème-là. Donc c'était simplement parce que la colonie n'était pas assez forte. Et je pense que ça devait répondre à la question que Michel me posait. Je crois que c'était ça. Oui. Parce que Michel, lui, il est de la Haute-Marne, donc il suppose qu'on a le même climat que chez lui. Oui, c'est vrai qu'on a relativement les mêmes climats et les mêmes étés chauds. Et donc c'était justement parce que la colonie, c'était un essaim artificiel dans la ruche en plastique. C'est pour ça que les cires ont fondu. Mais sinon, sur des ruches de production, même en plein cagnard sur la luzerne, j'ai pas de problème de cire qui fondent en rive sur les ruches en plastique. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question.
La question suivante. Tchouk tchouk tchouk, comme toi, des isolants bulles sous plastique, mais plus moyen d'en trouver. Ouais, c'est vrai que oui, j'avais une autre question aussi pour les isolants bulles. En fait, ils sont plus emballés de plastique, maintenant c'est terminé. Et apparemment, enfin, c'est même sûr, c'est plus isolant sans le plastique qu'avec le plastique. En fait, le plastique, ça crée une certaine humidité dans la ruche. Même avec l'isolant bulle à l'intérieur. Donc maintenant ils partent du principe qu'ils ne vendent plus, enfin ce qu'on appelle les isoruches, là où j'achète mon matériel. Mais maintenant ils vendent plus les isoruches emballées dans du plastique. C'est terminé. Et il me disait aussi que la qualité des apiphoames, ouais c'est vrai, ont baissé depuis quelques années. Mais c'est vrai que chez le fournisseur de matériel chez qui j'achète les apiphoames, les premiers apiphoames qu'on a eus, c'était des matières assez, je dis pas rigides, mais c'était quand même assez ferme. Et maintenant, les apiphoames, ça a la même texture que de la moquette, quoi. C'est tout mou. Et c'est plus aussi costaud et plus aussi épais qu'avant. Hein. Je pense que tout le monde rogne un petit peu sur la qualité des produits. Et je pense que l'apiphoame en a fait le frais aussi. Et moi, pour ce qui est de l'isolant bulle, maintenant j'achète mes rouleaux chez Brico Dépôt. Donc si j'y pense, je vous mettrai la référence. Pareil, sous la vidéo. Donc j'ai encore un rouleau à la miellerie où je pourrais vous montrer un peu l'épaisseur du rouleau isolant bulle que j'ai acheté récemment. Donc on les découpe nous-mêmes. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais au niveau prix, je pense qu'on s'y retrouve. Hein, parce qu'un isoruche... vendu dans le commerce, mis bout à bout, ça commence à faire un petit peu de sous. Voilà. J'avais une personne aussi qui me demandait, comme je ne vends pas de rennes, est-ce que j'en donne? Non, je n'en donne pas non plus. On les garde pour nous, c'est bien gentil de demander, mais non, je donne pas de rennes non plus. Et il y avait, mais je pense qu'on va terminer aujourd'hui par cette question-là. Donc, vous faites de la fécondation dirigée. Est-ce que vous préparez des ruches composées d'une majorité de cadres à mâles? Si oui, comment gérez-vous le varroa de ces ruches composées majoritairement de cadres à mâles? Donc en fait, pour faire simple, les ruches de production sur lesquelles je vais mettre des cadres à mâles, ce sont des reines F1. Donc en fait, j'ai ces reines-là, ce sont les filles d'une reine inséminée. Donc ça s'appelle des F1. Je vais leur mettre là, vous allez voir ça certainement demain, dans quelques minutes dans la vidéo pour vous. Demain, je vais leur mettre un cadre à mâle à construire et à pondre. Mais ces cadres à mâles là, je ne vais pas en faire des ruches à mâles comme on a pu voir dans des précédentes vidéos des saisons précédentes. En fait, ces cadres à mâles là, ils vont rester dans ces ruches de production que j'ai sélectionnées pour faire des mâles. Ils vont vivre leur vie, les abeilles vont s'occuper d'eux. Et c'est pour moi que ces mâles-là saturent mon secteur et fécondent les prochaines reines que je vais introduire dans ces mini plus. Comment je gère le varroa sur ces colonies-là? Honnêtement, je ne fais pas plus de traitement dans ces colonies que dans d'autres. Au mois de septembre ou... Oui, généralement, oui, c'est au mois de septembre. Au mois de septembre, ils vont recevoir leur lanière apivare. Je ne vais pas les traiter plus qu'une autre colonie. De toute façon, elles ont un demi-cadre d'Adam de couvain de mâles. Généralement, dans des ruches de production, il y a toujours une présence de mâles. Et je ne traite pas plus ces colonies-là, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Je ne traite pas plus ces colonies-là qu'une autre. Et donc elles auront un traitement apivare là au mois de septembre. Et je vais faire un acide oxalique, donc certainement de l'oxybi ou du varomède au mois de décembre. Voilà.
mais je fais pas plus de varroa là-dessus. De toute façon, même dans les ruches de production où on met pas de cadre à mâle, elles arrivent toujours à pondre des mâles, donc il y a toujours, de toute façon, il y a toujours du varroa dans nos colonies, il n'y a rien à faire. Après, potentiellement, ces colonies-là, elles ont un certain pourcentage de VSH. Donc elles sont, entre guillemets, capables de gérer la pression du varroa à l'intérieur de la ruche. Donc je ne vais pas trop me tracasser et je ne vais pas les surtraiter pour être sûr qu'il n'y a plus du tout de varroa dans ces colonies. Normalement, je dis bien normalement, si vraiment... comment vous expliquer ça? Parce que j'ai un autre protocole à faire aussi au mois de septembre. Normalement, sur ces colonies-là qui sont VSH, j'ai testé la mère l'année dernière. Donc, au niveau du VSH, elle est déjà très bien notée, on va dire. Donc, normalement, potentiellement, ces filles devraient hériter de ce caractère VSH. Donc, on va sur ces colonies de production potentiellement VSH, je vais les tester durant la saison pour voir si elles ont produit du miel, si elles sont douces, si elles ont une bonne tenue de cadre, bref, tous les critères qu'on se met pour faire de la sélection en buckfast. Et les meilleures colonies, donc celles qui auront produit du miel suffisamment, qui seront douces, qui auront une bonne tenue de cadre, au mois de septembre, je vais faire un échantillon de varroa phorétique dessus. Donc, c'est-à-dire que je vais prélever à peu près 42 grammes d'abeilles avec un petit pot. Mais tout ça, on y reviendra. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer ça parce que c'est quand même intéressant. Donc, je vais prélever ces abeilles-là. Ces abeilles-là, bien sûr, elles vont mourir, mais bon, ça fait un petit peu partie du lot de la sélection. Alors, je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais c'est pour faire en sorte d'arriver à s'en sortir de ce gros problème de varroa qu'on a en France et potentiellement que j'ai aussi sur mon exploitation. Faut savoir que les 2,5% de ruches de production que j'ai perdues cette année, ce sont 2,5% de colonies qui sont mortes dues à varroa, alors que je les ai traitées à la pivar et que j'ai fait un acide oxalique également au mois de décembre. Donc vous imaginez bien que si je n'avais pas traité du tout, eh ben, je serais en train de pleurer là devant mes colonies. Et je pense que de sacrifier 42 grammes d'abeilles par rapport au nombre de ruches qui peuvent crever en France de varroa, je pense que c'est... bon, bien sûr, ça me fait du mal de sacrifier ces abeilles-là. Je ne fais pas ça de gaieté de cœur, rassurez-vous. Et cet échantillon-là, ensuite, je vais le laver avec un produit moussant type produit vaisselle. Et cet échantillon-là, il va passer sur une table vibrante pour faire en sorte que les varrois tombent au fond du récipient et que je puisse calculer le pourcentage de VSH dans ces colonies. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça quand on n'a jamais fait de dosage de varroa phorétique, mais ces échantillons-là me permettent ensuite d'avoir des colonies et de sélectionner des colonies plus résistantes à varroa et donc de diminuer mon pourcentage de perte hivernale. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça. Mais c'est une part très importante de mon job durant toute la saison. Donc ces colonies que j'ai ramenées autour de mes stations de fécondation, je vais en quelque sorte les bichonner parce que c'est un petit peu l'espoir. En fait, j'aimerais beaucoup arriver à ne plus du tout traiter le varroa grâce à ce caractère VSH. Mais bon, on est encore loin de tout passer en VSH. Hein. C'est vraiment qu'un petit pourcentage de notre exploitation qui est basé là-dessus. Mais ça représente une partie énorme de mon travail durant la saison. Voilà. Je pense qu'on va en terminer là pour aujourd'hui. J'ai encore 4 questions
auxquelles je dois répondre là, mais je pense que je le ferai à la fin de la vidéo. Sachez que si je réponds pas à votre question en commentaire, c'est que très certainement je vais y répondre dans les vidéos suivantes. Alors si c'est très urgent, bien sûr je vais vous répondre tout de suite. Sinon pour vous ça vous fait attendre encore 8-10 jours avant que je republie une autre vidéo et que je réponde à votre question. Donc si vraiment ça peut attendre, je vous réponds dans la vidéo d'après, si j'en ai le temps. Et sinon, pour les dernières questions, je répondrai à la fin de la vidéo, très certainement. Et demain, je pense que je vais vous filmer la pose des cadres à mâle sur les colonies qu'on a retenues pour le caractère BSH. Voilà. Et ben, je vous dis à demain et dans quelques minutes pour vous dans la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le jeudi 21 mars. On va poser des cadres à mâle sur les colonies que j'ai sélectionnées. Donc pour saturer en mâle, sélectionner mes stations de fécondation. Pour ça, ce matin, je suis avec Théo pour réaliser cette opération-là. Donc en gros, on regarde le nombre de cadres de couvain que la colonie a. Et en rive du couvain, on lui pose un cadre de cire que l'on a coupé dans la moitié pour qu'elle ensuite bâtisse de la cire à mâle. Et ben, je vous emmène avec moi pour voir ça avec Théo. C'est parti. Donc les ruches là où on a retourné les toits, donc ce sont une lignée bien spécifique sur lesquelles je veux faire des mâles. Et là donc Théo il est en train de contrôler donc la présence de la reine dans la colonie. Et puis on va ensuite chercher un cadre qui n'est pas trop construit vu que c'est des essaims que j'ai fait l'été dernier. Généralement il y a une cire gaufrée ou une cire qui est pas trop construite en rive et c'est celle-ci qui va nous servir de cadre à mâle. Donc on va laisser terminer avec celle-là et puis on va en ouvrir une autre et vous montrer dès le début l'opération qu'on fait pour ça. Alors là on vient d'ouvrir la colonie. Donc on va regarder les cadres un par un pour voir déjà s'il y a du couvain dessus, si c'est bien pondu. Je vais peut-être te poser comme ça me fera moins mal au bras. Comme ça, je pourrais parler en même temps. Voilà, donc là, on arrive déjà sur le couvain fermé. On va repérer où est la reine. Normalement, elle est marquée en rouge, mais on lui remet un petit coup de marqueur sur le dos parce que celui de l'an dernier, il n'avait pas l'air d'être très efficace. Donc du coup, on les remarque un coup. Elle est dessus. Je vais la marquer. Et tu la marques ?
Alors une fois qu'on l'a remarqué, Théo il la dispose dans une cage Nico qui est fermée au bout, hein. On n'a pas retiré la languette et puis comme ça lui permet tranquillement de sécher avant qu'on la remette dans sa ruche de production. Donc là, ce qu'on fait, on resserre le couvain, on remet tout le couvain, tous les cadres de couvain ensemble. Et puis logiquement, en rive, il doit y avoir une cire gaufrée qui est plus ou moins construite, comme c'est des essaims qu'on a fait l'été dernier. Et ils n'ont pas eu le temps entièrement de construire leur cire. Sauf que là, bon bah, c'est un cadre bâti. Donc du coup, bah, on va prendre le cadre de rive. On le secoue un coup pour retirer les abeilles dessus et on va aller le découper. Donc on le découpe un petit peu au-dessus de la moitié, quoi, en fait. Voilà. Voilà, c'est rapide, efficace. Pas besoin de racheter des cadres à jambage pour faire des cadres à mâle. Et là, elles vont, donc dans le meilleur des cas, elles vont construire avec de la cire à mâle. Si elles n'en ont pas encore envie à cette époque-là de l'année, elles vont nous refaire de l'ouvrière sur l'espace là qui est vide. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce cadre-là se transforme en cire à mâle et qu'il soit pondu d'ici quelques temps. Voilà, alors pas de panique pour ce qui reste au niveau de la cire. Ça va être refondu certainement avec des cadres noirs qu'on va refondre. Et puis tout ça ne sera pas perdu, hein. Et généralement, pour ce qui est de la cire des cadres, j'ai une personne qui fait de l'encaustique et qui me l'achète. Ça évite que ça reparte dans le cycle des cires d'opercule. Donc ça, on ne le mélange jamais avec la cire d'opercule. C'est vraiment de la cire qui est vraiment destinée à pas repartir dans les corps de ruche. Donc sauf peut-être celle-ci. On est d'accord que celle-ci, elle va peut-être repartir dans le cycle avec de la cire d'opercule, puisque c'est ma propre cire d'opercule que j'ai fait fondre l'année dernière. Mais bon, ce morceau-là, c'est certain que celui-là, il va partir en cire que je vendrai pour de l'encaustique. Voilà, alors ce qu'on fait, on va revenir sur la ruche que Théo avait ouverte. Donc notre reine, elle attend bien gentiment dans sa cage qu'on la libère. Donc ici, que je vous explique, en gros, ici on a des provisions. Et à partir de là, on a environ, à cette époque-là de l'année, on a environ 4 cadres de couvain. Donc le couvain se trouve par là, jusqu'ici. Là, Théo, il est en train de libérer la reine. Hop, ouais, elle est partie sur ton gant. Voilà, elle est repartie dans la ruche. Et ici, on a placé notre cadre à mâle. Donc dans le meilleur des cas, il faudrait qu'elle nous ponde ça courant de la semaine prochaine. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo pour vous montrer si nos reines ont bien voulu pondre des cadres à mâle ou pas. Voilà. Donc là, on va la refermer. Et ici, c'est un cadre également de réserve, hein. Donc là, c'est de la réserve, le cadre à mâle, ensuite tout le couvain et la réserve qui se trouve ici. Alors le dessus des cadres, donc voilà, bon, on a été interrompu par un appel téléphonique.
Donc on va refermer tout ça et on va les laisser bien tranquillement gérer donc le cadre à mâle en ouvrière ou en couvain de mâle. Mais nous, franchement, on préférerait avoir du couvain de mâle pour la semaine prochaine, pour ensuite que toutes ces ruches-là qui se trouvent ici puissent saturer le secteur pour mes futures reines fécondées. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la pose des cadres à mâle. Donc j'avais une personne qui m'avait demandé si on posait des cadres à mâle sur les ruches de production. Alors chez moi, c'est vraiment, on pose un cadre à mâle que sur des lignées qui sont vraiment intéressantes pour mes futurs élevages. Et je pose pas des cadres à mâle sur toutes les colonies. Après, elles mettent de la cire, elles pondent, les reines, elles pondent elles-mêmes sur les cadres de couvain. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir du couvain de mâle dans le couvain d'ouvrière, mais moi personnellement ça me gêne pas trop. Mais pour ces colonies bien spéciales, elles reçoivent un cadre à mâle pour, comme vous l'avez compris, pour saturer les stations de fécondation. Et dans le meilleur des cas, ces mâles-là, s'ils sont pondus, on va dire, ces jours-ci, ils seront matures d'ici une quarantaine de jours. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les cadres à mâle sur l'exploitation. Je vais finir le rucher avec Théo et je pense que je vais prendre 5 minutes, enfin, si on veut, pour répondre aux quelques questions qui me restaient à vous répondre. Je sais que la vidéo fait déjà presque 45 minutes, donc je vais essayer d'être assez précise dans mes réponses et pas trop m'étaler comme d'habitude. Voilà, à tout de suite. Voilà, et pendant ce temps-là, on a l'artiste de la maison qui peint, qui crée. T'es en train de créer, Théo, là? C'est ça. Ouais. C'est pas mal, hein? Chance dans la couleur, là. T'as fini l'artiste? Ouais, et pour ceux qui s'inquiètent pour toi, alors ton œil, ça va comment aujourd'hui? Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Hein. Ah. T'as bien déchiré la tête la veille, hein? Un peu, oui. Ouais, ça t'a fait du bien. Voilà, trêve de plaisanterie avec Théo. On se retrouve à la mairie et je vais donc conclure cette vidéo avec les 3-4 questions que vous m'avez posées dernièrement. Une question que je viens de voir maintenant qui parle justement de l'utilisation du Varromed en début de saison. Donc c'est une personne qui a traité à l'apivare durant l'hiver et qui me demande si elle peut utiliser le Varromed en début de printemps. Je l'aurais vu un petit peu plus tôt cette question-là, je vous aurais répondu directement dans les commentaires, mais bon, je viens de la voir ce matin. Là, on est samedi 23 mars, 2 jours après mon anniversaire. J'ai eu un peu de mal à me lever ce matin. Les années, ça aide pas. Donc, utilisation de l'apivare durant l'hiver, et puis donc ce monsieur-là ou cette dame-là, je ne sais plus exactement, voulait utiliser du Varromed au début du printemps. Alors, c'est possible de le faire avant la pose des hausses. Idéalement, si vous n'avez pas du tout fait de traitement hivernal à l'acide oxalique au mois de décembre, vous pouvez le faire. L'idéal, c'est de le faire sur une durée de 3 semaines avant la pose des hausses. Donc, c'est-à-dire que vous faites un traitement Varromed par semaine durant 3 semaines. Comme ça, vous allez faire le cycle de couvain de l'abeille qui est de 21 jours. Et vous allez assainir totalement ou partiellement votre ruche et la pression de varroa qui se trouve à l'intérieur de votre colonie. Mais personnellement, moi je préfère faire 2 traitements varroa, donc un au mois de septembre comme je vous avais expliqué à l'apivare au mois de septembre. Pourquoi? Parce que nous on a la mielée de luzerne et ça, la mielée donne tard, donc je ne peux pas traiter
au mois de juillet. Idéalement, c'est de traiter mi-juillet si vous avez plus du tout de mielés durant l'été. À ce moment-là, vous pouvez mettre vos lanières à pivard durant l'été et les retirer 12 semaines après, comme il est préconisé sur l'emballage. Donc, et de faire un traitement d'hiver, donc au mois de décembre. Généralement, pour nous, pour la région Grand Est, la période hors couvain, elle se trouve généralement aux alentours de Noël. Donc, et de refaire un acide oxalique à ce moment-là, donc un varomède, mais à ce moment-là, ça sera qu'une application, parce que comme vous êtes hors couvain, il n'y a pas besoin de faire 3 traitements successifs. Et donc faire Apivar en juillet et puis un traitement à l'acide oxalique au mois de décembre en période hors couvain pour vraiment assainir votre ruche. Voilà. Mais si c'est maintenant, donc idéalement c'est de le faire une fois par semaine durant 3 semaines par dégouttement. Donc généralement c'est 5 ml par intercade d'abeilles occupées. Et idéalement, il ne faut pas faire ça en plein après-midi quand les abeilles sont de sortie. Idéalement, c'est d'avoir toutes vos abeilles à l'intérieur de la ruche. Donc, soit vous le faites très tôt le matin avant qu'elles partent, butiner, ou alors le soir, une fois que tout le monde est rentré. Voilà. La deuxième question, c'était au sujet de l'élevage de rennes dans des éléments de Waré. Alors, moi, la Waré, j'ai jamais pratiqué ce type de ruche-là. J'en ai même jamais vu en fait, à vrai dire. Donc je sais que les éléments de Waré sont plus petits, donc un petit peu plus compacts que la d'Adam, et de mémoire je crois que on doit utiliser des barrettes et pas des cadres, il me semble, quelque chose comme ça, pour mettre à l'intérieur, donc qui ferait office de cadre. Est-ce qu'on peut s'en servir en matière d'élevage ? Je pense que oui. Après, il y a moyen de bricoler quelque chose pour arriver à faire des rennes fécondées avec ce type d'éléments-là. Mais honnêtement, j'ai jamais essayé. Mais on peut toujours essayer. Étant donné que les éléments sont plus petits, je pense que ça peut le faire en matière d'élevage de rennes, pourquoi pas. Après, j'avais une troisième question, donc quelqu'un qui débute en élevage. Et la question, c'était au sujet de l'utilisation des cellules de 3 jours. Donc, il me demandait, donc moi, quand je mets des cellules de 3 jours, je les mets... je discute en même temps, je fais des conneries, ça arrive. Un petit peu trop chauffer le cadre là. Donc quand je fais des cellules royales de 3 jours, donc je les introduis à J+3 et je viens contrôler 6 jours après l'acceptation, donc à J+9 pour la cellule, pour voir si la cellule a été acceptée. Et j'ai une personne qui me demandait, je crois, je vais relire la question pour éviter de dire des bêtises. Oui, donc la question c'était... attendez, je vais arrêter 2 secondes le cirage des cadres parce que je vais faire une connerie en même temps. En même temps que de répondre et de cirer les cadres en même temps. Généralement, les femmes peuvent faire 2 choses à la fois, mais pas sur cette tâche-là pour moi. Vous m'excuserez. Donc, ça portait justement donc sur l'élevage des rennes et bien... spécialement pour moi, pour l'introduction des cellules de 3 jours. Donc j'introduis les cellules à 3 jours dans les nucléi orphelins et 6 jours plus tard, je viens faire une vérification pour voir si ma cellule royale est acceptée ou pas. Voilà. Et la personne me demandait pourquoi je ne fais pas une vérification à J+6, donc 3 jours après l'introduction de ma cellule de 3 jours. Et il me disait, parce que toi tu le fais à J+9 et à J+9, entre parenthèses, la cellule est plus fragile qu'à un autre moment de son cycle de développement. Je pense que ça, le fait que les cellules sont plus fragiles à J+9, c'est un petit peu un mythe. Honnêtement, en manipulant doucement vos cadres et pas comme un bourrin,
je pense que vous arriverez à faire de l'élevage de rennes et à contrôler vos cellules à J+9. Pourquoi je le fais à J+9? Parce qu'à J+9, entre J+3, j'introduis, J+9, je vérifie, il se passe presque une semaine. Il se passe 6 jours en fait. Et pendant ces 6 jours-là, même en ayant des fois mis du couvain fermé, et bien souvent, sur un cadre, on n'a pas que du couvain fermé, il peut y avoir des œufs, des larves, du couvain fermé, bref, un mix de développement des futures abeilles. Pardon. Donc je vérifie 6 jours plus tard, parce que pendant ce temps-là, elles ont pu se lâcher à élever d'autres cellules que la mienne. Donc c'est un peu paradoxal, vous leur mettez une cellule royale, elles vont élever la vôtre, si elles l'acceptent, mais en contrepartie, elles vont élever aussi d'autres cellules sur les cadres de couvain. Donc durant ces 6 jours-là, on va dire, au bout de ces 6 jours-là, même si vous avez du couvain très jeune, vous pouvez détruire les cellules royales à J+6 et elles vont plus avoir de possibilité ensuite de réélever d'autres cellules royales. Votre reine, quelque temps après, elle va naître. Et là, je pense que ça va leur bloquer l'envie en fait de vouloir élever d'autres cellules royales. Donc c'est pour ça que je ne fais pas le contrôle à J+6, parce que J+6, elles ont encore le temps de... Même si vous zigouillez les cellules royales qui sont en place, elles ont encore le temps d'aller rebâtir d'autres cellules royales, même si c'est du couvain, sur du couvain qui est un petit peu vieux. Elles vont le faire quand même, ça s'est déjà vu. Et dans ce cas-là, votre cellule royale, elle va pas être acceptée. Donc c'est pour ça que moi, je leur laisse 6 jours pour qu'elles bâtissent des cellules royales, qu'elles élèvent la mienne, et à donc J+6 après l'introduction de ma cellule royale de 3 jours, donc on est à J+9. Je détruis les cellules royales qu'elles ont bâties sur le cadran et je contrôle en même temps l'acceptation de ma cellule. Si ma cellule n'est pas acceptée, j'en remets une parce que généralement j'ai toujours des cellules royales sous le coude. Au pire, je le note et 1 ou 2 jours après, je repasse. Et si elle est acceptée, donc je laisse ma cellule royale tranquille. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est quand vous contrôlez vos cadrons, vous avez la tête des cadres qui est là, faut éviter de leur tourner complètement là. Parce que là, votre cellule royale, en fait, vous allez la rebasculer un coup. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, que ça craint pour elle et que la larve risque de tomber au fond de la cellule. Mais honnêtement, on dit toujours que les cellules royales sont plus fragiles à ce moment-là, aux alentours de J+9. Et moi, honnêtement, je crois que c'est un mythe parce que j'ai jamais eu de problème de larves qui coulent dans la cellule royale. Il faut manipuler ça en douceur et je pense que tout se passera bien. Voilà. Donc moi, je vais continuer à cirer mes cadres de hausse parce que là, cette semaine, je vais réceptionner des cadres de hausse en plastique Nicoplast en 8 cadres. Il va m'en manquer un petit peu pour la saison si vraiment on a des grosses mielées. Donc, j'ai commandé les cadres de hausse. Ma cire, elle, comme vous le savez, elle vient toujours de chez Mathieu Berchi. Donc j'emmène ma cire d'opercule. Alors, si on va jusqu'au bout de la saison, on verra cet automne qu'en fait, lors de l'extraction, j'ai un fondoir à opercule qui me fond directement en même temps que l'extraction mes opercules. Donc je récupère la cire je l'emmène chez mon cirier, chez Mathieu Berchi à Fénétrange dans le 57 je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et lui donc me gaufre ma cire d'opercule. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est les cadres de hausse. Sinon, j'ai aussi de la cire de corps qui se trouve dans cette caisse-là. Et en fait, sur mon exploitation, on tourne en circuit fermé. Je ne fais pas
venir des cires d'opercules d'autres exploitations. On tourne vraiment sur nos cires et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu au niveau de ces cires gaufrées. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure cette vidéo. Je pense que vous aurez vu que le son doit être un petit peu meilleur sur cette vidéo-là plutôt que les précédentes. J'ai fait l'achat donc cette semaine d'un nouveau micro et vous pourrez me dire en commentaire si vous trouvez que le son est meilleur par rapport aux semaines passées. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, pour tous les likes. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao!